Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. La série que vous vous apprêtez à regarder en ce moment est une série de plusieurs interviews que j'ai réalisées à partir du mois de mai, juin, juillet 2024 et qui sortent aujourd'hui. Pour commencer cette série, j'ai eu l'occasion, l'honneur, la chance de pouvoir interviewer Pierre Micheletti, ancien président d'Action contre la faim, entre autres. Comme vous pourrez le voir, cette interview se focalise principalement sur le parcours de vie de Pierre Micheletti. Nous n'avons pas eu l'occasion d'aller plus dans le détail sur notamment les actions qu'il a pu mener en tant que président d'Action contre la faim ou Médecins du Monde. Nous n'avons pas pu non plus évoquer les différents sujets qui, moi, me tenaient à cœur concernant l'évolution de l'action humanitaire, le financement de l'aide humanitaire. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder et à lire attentivement son livre 0,03%, qui est sorti en 2021 et qui traite justement du modèle économique du monde de l'humanitaire, du financement des ONG et des différentes dérives que cela peut impliquer. En attendant, je vous souhaite une très bonne émission. N'hésitez pas à suivre la chaîne Périple Humanitaire et également à vous rendre sur le compte Instagram où je publie régulièrement des stories qui vous permettent de vous informer et de continuer à vous informer sur le secteur humanitaire. D'autres interviews sont à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à aller jeter un œil sur le site périplehumanitaire.com. Donc, Pierre Micheletti, je suis médecin de formation initiale et au fond, j'ai démarré des études de médecine sur une intention qui était d'en faire un. Je savais pas si ça durerait, combien de temps ça durerait et où ça nous mènerait, mais j'ai démarré ces études avec l'intention d'utiliser ce métier comme passeport pour voyager et pour rencontrer d'autres gens, d'autres peuples, d'autres cultures, de telle sorte que dès la fin des études de médecine générale, j'ai fait des séjours, enfin, une partie de mon internat à l'étranger. Ma thèse de médecine a porté sur la politique de l'enfant unique en Chine, où j'ai vécu pendant 7 mois pour les besoins de cette thèse. Une autre partie de mon internat, je l'ai réalisée en Guyane française pour me familiariser avec la médecine tropicale et les questions des maladies en pays chaud. Et juste après la fin de mes études et après le séjour en Guyane, à la fin de mon internat, j'ai été recruté par Médecins du Monde en Amérique centrale, puisque j'étais à proximité, c'était relativement commode pour eux. Et ça a été le début d'une longue immersion en Amérique latine qui longtemps a été ma zone de prédilection. Et Excuse-moi de te puis, couper, mais du coup, ça veut dire que dès les études de médecine, tu avais déjà un intérêt pour le secteur humanitaire. Comment c'est venu tu dis tu as été contacté, mais ils t'ont recruté sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? oui, alors bon, donc je commençais, j'avais fait déjà une immersion en Chine, j'avais fait 2 séjours avec les Volontaires du Progrès au Sénégal, j'avais travaillé en Guyane, j'avais fait un diplôme de médecine tropicale et un diplôme un diplôme d'université de santé publique adapté aux pays en développement. Donc, ben déjà, à la fin de l'internat, le CV était très marqué, donc c'était pas compliqué. Donc, on m'a fait venir à Paris, et tout ce que je vais raconter là, ce sont des étapes qu'on a franchies avec mon épouse, qui est médecin aussi, qui est psychiatre. Donc, on m'a fait rentrer de Guyane à Paris, j'ai eu les entretiens à Paris, et ensuite, de Guyane, on a bougé, on est allé s'installer au Guatemala avec le petit garçon qu'on avait à l'époque. Tout ça, c'était en 1987. Donc, un parcours d'abord donc longtemps en Amérique latine, et puis je passe les détails, hein, parce que comme tu l'as dit, le parcours est assez long. Euh, et je me retrouve après un retour en France pour commencer à élever nos enfants. Je me retrouve à la direction des opérations de Médecins du Monde, poste que j'ai occupé pendant 5 ans. C'était en 96, c'est ça? Alors ça, oui, j'ai pris mes fonctions de directeur des OP en 96. Jusqu'à 2001. 2001, je m'installe à Grenoble, je pars sur d'autres projets professionnels, mais je reviens à Médecins du Monde comme militant et comme adhérent, et j'accède à la présidence de Médecins du Monde en 2006. 2006-2009, je suis président de Médecins du Monde. Ensuite, je passe le relais, je reste très impliqué sur les questions de précarité, etc.
Donc, je reste un petit peu dans le milieu. C'est là que je fonde le diplôme santé précarité à la fac de médecine de Grenoble. Et puis, quelques temps après, je suis approché par des copains d'Action contre la faim. Et voilà comment je reprends du service à Action contre la faim pour en devenir le président en 2019 jusqu'à 2023. Et puis, je suis de nouveau approché à l'issue de cette présidence par d'autres réseaux d'amis et je commence à m'intéresser à SOS Méditerranée, sachant que cet intérêt, il est pas soudain puisque j'avais, comme président d'ACF, souhaité que ACF soutienne financièrement SOS Méditerranée. C'est cette thématique de la migration, pour l'avoir connue sur le terrain, pour l'avoir connue un médecin du monde, qui est très sur ces doubles logiques du proche et du lointain. Donc, les dernières années de la présidence, on a soutenu financièrement SOS Méditerranée et du coup, c'était assez logique, ou en tous les cas compréhensible, que j'ai envie de continuer à m'intéresser à cette problématique et c'est celle sur laquelle je travaille aujourd'hui. Mais ce qui est nouveau, c'est la découverte du cœur de métier de SOS Méditerranée, c'est-à-dire le secours en mer qui correspond à des vraies compétences et à une vraie expérience acquise. Ce qui est moins nouveau pour moi, c'est toutes les réflexions et les problématiques autour de la migration et les embûches que rencontrent les migrants dans le long parcours et parfois douloureux et violents qui les amènent sur le lieu de leur installation, en l'occurrence l'Europe pour ce qui nous concerne et la France. Et t je reviens juste sur quelque chose que tu as dit que je trouve, très intéressant, mais peut-être que les auditeurs qui sont pas, encore très habitués au secteur humanitaire, n'ont pas forcément ça en tête. Mais tu as parlé de Médecins du Monde en disant qu'il y avait cette habitude, d'allier le lointain et le proche. Je crois savoir que Médecins du Monde a, un peu cette particularité de vraiment mettre en avant le fait qu'ils travaillent autant à l'international qu'en local. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En quoi est-ce que c'est une spécificité dans le secteur humanitaire? Oui, parce qu'en fait, Médecins du Monde, qui, comme les auditeurs ou ceux qui verront cette vidéo ne le savent pas, est une scission de Médecins sans frontières en 1981. Je vais pas revenir sur l'histoire, mais cette scission, elle s'est faite autour de choix qu'une partie des dirigeants de MSF, Kouchner et d'autres, voulaient voir la MSF s'engager sur la prise en charge des boat people en mer de Chine. C'est ce qui a cristallisé la rupture avec Jean-Claude Malhuret, euh, avec Xavier Emmanueli, etc. Rupture qui était aussi alimentée par des rivalités de politique et de personnalité, hein. Donc, c'est en tous les cas les boat people en mer de Chine qui créent la scission. Kouchner et un certain nombre de proches créent Médecins du Monde. Nous sommes en 81 et à horizon, si j'ai bonne mémoire, euh, enfin, quelques années plus tard, Médecins du Monde est interpellé par la question de la précarité qui va crescendo en France et décide de s'investir à une époque où MSF ne le faisait pas du tout dans la prise en charge de la santé des précaires en France. Et assez vite, l'équation de la précarité en France montre que le premier public concerné, ce sont des personnes d'origine étrangère et des migrants en particulier. Et voilà comment, à partir de cette implication sur la précarité et la santé et la précarité en France, Médecins du Monde va acquérir une solide expérience de côtoyer les migrants avant d'explorer d'autres pistes de la grande précarité que sont la toxicomanie, la prostitution, donc qui là concerne encore pour une part les migrants, mais pas que, et la grande marginalité des squats, etc. Et donc peu à peu, Médecins du Monde va monter en compétences et en expérience sur les questions de la santé des précaires en France, en étant passé d'une population strictement pauvre et précaire à d'autres formes de marginalité, comme la psychiatrie, la prostitution et les toxicomanies. Et d'ailleurs, il y a une, très belle, bande dessinée de Jean-François Corty qui illustre extrêmement bien ce parcours un peu d'un humanitaire, s'appelle,
Profession solidaire, je crois, Oui, oui, qui tout à fait. explique très bien justement, ces différentes choses. Là, ça me donne envie de poser tout de suite une question et désolé si, si ça part comme ça, tout de suite, mais c'est, hem, à quel moment est-ce que, pour toi, il y a une différence entre l'action humanitaire et l'action sociale à proprement parler? Puisque tu m'emmènes un peu sur ce terrain-là en abordant ça avec Médecins du Monde, mais à quel moment est-ce que déjà toi tu fais cette distinction-là? Et si oui, comment est-ce que tu l'as fait? Ou sinon, comment est-ce que tu expliques que Bah, je fais la différence surtout en fonction des pays où tout ça se déroule, c'est-à-dire que dans la solidarité internationale, de façon un peu artificielle, on a l'habitude de distinguer ce qui relève de l'aide humanitaire d'urgence et ce qui relève de l'aide au développement. Sachant que, et toutes les statistiques annuelles le prouvent, c'est dans les pays qui ont les plus grandes fragilités politiques, économiques, pauvreté, fragilité environnementale, que se déclenchent des crises humanitaires. Donc il y a un continuum quand même entre les facteurs de précarité qui exposent davantage les sociétés fragiles à basculer dans des situations de crise qui vont nécessiter, à défaut d'avoir bénéficié d'aide au développement pour corriger ces facteurs de fragilité que Bertrand Badi et d'autres appellent la notion de sécurité globale, les sécurités globales dont nous avons tous besoin, sécurité dans physique, sécurité alimentaire, sécurité dans l'accès aux soins. Quand ces sécurités fondamentales et globales ne sont pas là, eh bien, la situation, il est beaucoup plus facile qu'une société bascule dans une crise qui va déclencher une aide humanitaire internationale. Donc, cette filiation et ce continuum conceptuel, il existe. Simplement, je le distingue parce que mon parcours à l'étranger, il a été surtout sur des actions liées à des crises, donc plutôt sur de l'humanitaire d'urgence. Mais le schéma que je viens d'évoquer, il est toujours présent et il est toujours présent en France également. Simplement en France, on a des politiques publiques, on a des moyens qui font que on a la possibilité sur le territoire français d'agir à la fois sur les politiques publiques, d'interpeller les politiques publiques et de répondre à des urgences quand elles existent dans des squats, dans des camps, etc. Euh, les premières personnes qui sont délogées aujourd'hui ou qui ont été délogées ces derniers mois pour préparer les Jeux Olympiques, c'est les camps sur les bords de Seine, etc. On voit bien, voilà, la précarité est là, ils vivent dans des conditions difficiles. Il y a la perspective des Jeux Olympiques, eh bien c'est ces populations qui vont très vite être concernées, beaucoup plus que des gens en habitat social, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a ce gradient d'exposition au risque en fonction des facteurs de précarité. mmh. Ouais, c'est très clair, merci, donc pour ces précisions et c'était la petite aparté justement sur Médecins du Monde. Ensuite, tu as été, comme tu le disais, président d'Action contre la faim, également. C'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir parler à sur ce podcast à un président d'une ONG. En plus, ce sont des grandes ONG, hein, enfin, c'est pas qu'il y ait, un classement particulier, mais si on parle juste en termes de budget, on est quand même sur des ONG françaises qui à la fois sont connues, reconnues et qui ont un certain impact en termes de budget, même si on en reparlera, hein, du modèle économique dans l'humanitaire. Mais, hem, pour nos auditeurs, de façon très claire, qu'est-ce que c'est être président d'une ONG? Ça consiste en quoi? Est-ce que c'est un job à temps plein? Est-ce que c'est, une fonction qui est plutôt politique? Est-ce que c'est très opérationnel? C'est quoi un petit peu le métier, si je puis dire, de président d'une ONG? Bah, déjà, c'est sur les deux ONG que j'ai présidées par leur taille, mais d'autres exposent au même risque. Ce sont des fonctions bénévoles, enfin, ou en tous les cas non rémunérées, puisque à Médecins du Monde, j'avais fait voter une indemnisation du président parce que je- on se trouvait donc dans une situation. Je l'ai fait pour mon successeur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que qui d'entre nous peut se permettre d'être à mi-temps, voire à trois quarts temps, bénévole pour être le dirigeant, le président d'une grande ONG, sauf à être dans un processus de sélection des présidents qui seraient tous des rentiers ou des retraités rentiers ou des millionnaires. Donc, à un moment donné, j'ai considéré que après 20 ans, plus de 20 ans d'existence, il fallait peut-être se préoccuper d'indemniser le président.
de Médecins du Monde, et ça a donc fait l'objet d'une réforme des statuts, et mon successeur a été le premier bénéficiaire de cette indemnité. Donc, c'est aussi une façon de te dire, ces grosses associations, pour en être le président, il faut du temps et il faut avoir les moyens de pouvoir dégager du temps. Et d'où la réforme qu'on avait votée sur l'indemnité. Qu'est-ce que c'est que le job du président? C'est un petit peu en fonction des sensibilités et des compétences de chacun. Moi, je considère que c'est un poste d'abord d'animateur d'une équipe composée à la fois de son CA et de ses directeurs. C'est un chef d'orchestre qui, de mon point de vue, il faut se garder d'être dans le mélange des gens parce que dans ces grandes associations, il y a un directeur général, il y a des directeurs qui ont chacun leur domaine de compétences. Et ce serait pour moi une erreur que de mélanger les gens, de vouloir être les mains au fourneau alors qu'il y a des cadres sup expérimentés, compétents qui font ça. Donc le tout, c'est un rôle d'animation, d'aider à la fluidité entre ces deux secteurs, un CA et un président et un CA qui sont censés être porteurs d'une vision vers quoi je veux amener l'association, mais qui le font en partie alimentés par les directeurs qui sont pas que des techniciens, qui ont eux-mêmes une vision, qui ont aussi des intuitions, mais qui, dans le schéma de la sociologie des organisations en France, sont pas les patrons. Les patrons sont censés être les responsables politiques élus par les adhérents, que sont les membres du CA. Alors, je le dis de façon un peu caricaturale, mais donc le président, il essaye de fluidifier tout ça. Et comme je le disais souvent quand il y avait des frictions, parce qu'il y a toujours des frictions entre membres du CA, entre CA et comité de direction des directeurs. Et moi, mon leitmotiv qui a assez bien fonctionné chez ACF, où j'ai été à la présidence pendant 4 ans, et une présidence très heureuse, c'était de dire on joue dans la même équipe. On occupe des places différentes, mais on travaille sur des objets qui sont des objets complexes. Personne ne détient la vérité à lui seul. Et donc, travailler au Nigeria quand on se fait kidnapper et tuer des gens, travailler pendant le Covid-19, travailler en Afghanistan avec le retour des talibans, ce ne sont pas des sujets faciles. Donc, comme personne ne détient la réalité, il faut bien qu'à un moment donné, on mette en commun les analyses, voire on confronte les analyses. Et le job du président, entre autres, c'est de dire, OK, on se dit les choses, si possible, on se les dit franchement, tranquillement, même si on n'est pas d'accord, même si on se frite, mais on joue dans la même équipe. Et forcément, sur ces problématiques complexes, personne ne peut arriver, fût-il le président, fût-il le directeur général, en voulant imposer un point de vue sans concertation, sans réflexion, sans avis extérieur. Voilà, je conçois le rôle de président comme ça. Essayer de ne pas être au merguez, comme je disais souvent, sur le barbecue, mais l'animateur d'une vision et d'une dynamique, et d'une dynamique qui essaye forcément sur encore une fois, des problématiques compliquées, et donc attentif à créer de la production et de la réflexion et de l'intelligence collective. Et justement, en fait, tu les as cités un peu pêle-mêle, mais tu as quand même été à la tête d'Action contre la faim, enfin, à la présidence d'Action contre la faim, au moment où il y a eu, je pense, au retour des talibans en Afghanistan, parce que ça a été un grand événement aussi dans le secteur humanitaire, d'autant que l'Afghanistan, si je me trompe pas, c'est la première mission d'Action contre la faim. C'est un peu la mission historique, si je puis dire, d'Action contre la Absolument. faim. Hem, quels ont été les dilemmes les plus compliqués à gérer en tant que président, sur cette crise-là? Si on reparle uniquement de l'Afghanistan. Quels sont les plus grands dilemmes à traiter au moment où les talibans reviennent, sur Kaboul? Eh bien, c'est d'abord, à cause de l'expérience précédente de la prise de pouvoir des talibans, des questions autour de la sécurité. C'est-à-dire, leur retour va-t-il signifier une insécurité physique immédiate pour nos équipes et nos collaborateurs, et en particulier pour nos collaborateurs afghans. Euh, Ensuite, comment les talibans, autre question, vont-ils arriver à maintenir une sécurité, non pas d'une violence dont ils seraient les auteurs, mais de groupes
extrémistes qui évolueraient dans le pays, donc autre aspect de sécurité pour nos équipes. Et puis après, bien sûr, des considérations sur la capacité ou pas pour Action contre la faim de continuer à délivrer une aide sans discrimination euh, avec à la population civile. Or, une organisation comme Action contre la faim, qui lutte pour contre l'insécurité alimentaire, un de ses publics cibles, ce sont les femmes. Parce que d'abord, parce que les femmes elles-mêmes sont une population particulièrement exposées à la sous-nutrition dès lors qu'elles enfantent, qu'elles allaitent, etc. Elles incarnent une population fragile, mais aussi parce que dans la société afghane, c'est la femme qui gère les enfants. Et comme les enfants, c'est l'autre cible d'action contre la faim, parce que ils ont un taux de mortalité élevé quand ils sont en sous-nutrition aiguë avant 5 ans. Et donc, pour pouvoir délivrer l'aide là où elle est prioritaire, c'est-à-dire à l'égard des femmes et des femmes en âge de procréer et à l'égard des enfants en bas âge, le passage obligé, c'est la femme. Et donc, bien entendu, on était dans l'expectative sur le fait que nous pourrions ou pas continuer à approcher ce public, en sachant que ce public femme, il est approché par des équipes d'ACF composées pour une large part de femmes. Qui n'avaient plus le droit de travailler avec Parce la que faire des reprise du suivis de contrôle. grossesse, faire des programmes de renutrition auprès d'enfants qui viennent avec leur maman, c'est essentiellement, avant le retour des talibans, des activités qui sont délivrées par des professionnels de femmes féminines. Donc, il était évident que nous ne pourrions, en dehors de questions de principes philosophiques, continuer à délivrer nos actions sur la sous-nutrition, compte tenu encore une fois de nos publics cibles, que si nous pouvions nous prévaloir du maintien des femmes à bord de nos équipes. Ça a généré un peu d'expectatives et finalement on est arrivé à des compromis qui ont été acceptables et qui ont permis de continuer à travailler. Et Il y quand tu avait parles de eu compromis, ce sont des compromis avec les talibans avec au les pouvoir? talibans, avec les talibans, ou entre les prises de parole et les prises de position du gouvernement et comment ça se passait dans la vraie vie avec les gouverneurs ou avec les chefs de région, etc., qui comprenaient absolument ce que je suis en train de raconter sur le rôle crucial enfin, sur les dangers particuliers que courent les femmes et les enfants et donc la nécessité de maintenir nos équipes féminines, on est arrivé assez vite à des compromis acceptables. Donc, de toute façon, le contraire nous aurait exposé à ne pas continuer à travailler. L'association ACF, Action contre la faim, avait eu l'intelligence, et là j'y suis pour rien, c'est des initiatives qui avaient été prises par les cadres de l'association, avaient eu l'intelligence d'établir des contacts avec les talibans à Doha pendant le processus de négociation. Euh, Histoire de... Tout le monde savait qu'il était en train de se négocier leur retour au pouvoir, donc ces contacts ont eu lieu, ils étaient destinés à sentir un petit peu le vent, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait qu'on s'attende à des dangers immédiats pour la sécurité des équipes? Est-ce qu'il fallait qu'on s'attende à des expulsions? Est-ce qu'il fallait qu'on s'attende à des entraves dans l'accès aux femmes? Et les personnes qui sont allées rencontrer les représentants des talibans à Doha sont revenues plutôt rassurées sur le discours. Et par ailleurs, il y a eu une autre étape intermédiaire qui fait qu'on n'a pas été complètement pris de court quand ils ont pris le pouvoir à Kaboul en août 2021. C'est que ils ont officiellement pris le pouvoir au niveau national en août 2021, mais dans certaines provinces reculées où étaient présentes les équipes d'action contre la faim, les chefs de guerre étaient déjà au pouvoir. Hmm. Et donc nous avions déjà l'expérience, avant que le pays ne tombe politiquement aux mains d'un régime taliban, nous avions déjà la pratique de comment ça s'était passé dans des territoires lointains où, de fait, les talibans avaient déjà pris le contrôle. Et les retours que nous avions de ces territoires lointains
ne montrait pas de situation dramatique ou particulièrement inquiétante. C'est-à-dire que entre les discussions que nous avions eues à Doha et le ressenti que nous avions, la réalité du terrain, là où ils étaient déjà aux affaires, parce qu'en fait, si Kaboul est tombé sans combat, c'est parce que ils avaient déjà pris le pouvoir partout. Et Les entre autres dans Américains les avaient provinces. retiré leurs troupes, toute la coalition, Absolument. c'était... Voilà. Donc, Kaboul n'a été qu'un symbole politique. Mm. Donc, nous avions déjà ce ressenti de comment ça se passait. Alors après, les premiers mois, ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait que le nouveau régime affirme des positions euh, religieuses, etc. Mais il y a eu une part d'habillage pour ce qui nous concerne, parce que, il n'y a pas eu que de l'habillage. Enfin, la suppression de la scolarisation, etc., c'est pas que de l'habillage, hein, donc qu'on se comprenne bien. Mais le cœur du métier de l'ACF, c'est de prévenir la sous-nutrition aiguë. Et on n'a pas été formellement empêché de continuer à faire le boulot. Donc ça, c'est forcément quelque chose de marquant, en tout cas pour les personnes qui ont suivi un petit peu l'actualité internationale des dernières années. Est-ce que toi, dans ton parcours humanitaire, il y a d'autres grands moments qui t'ont marqué, soit par la difficulté du dilemme qui a été posé, soit par les enjeux qui reposaient peut-être à ce moment-là sur tes épaules, Dans l'ensemble des fonctions que j'ai pu occuper, sur tout ton parcours? non, je crois que comme jeune médecin, je commençais tout à l'heure par dire mon immersion au Guatemala et les premières années. J'étais totalement ingénu sur la compréhension des complexités politiques. Donc, ben, j'ai cru que j'allais soigner des pauvres Indiens perdus au nord du Guatemala. Et j'ai compris petit à petit que tout ça faisait partie, ces villages construits de toutes pièces par l'armée guatémaltèque participaient d'une lutte anti-guérilla, qu'ils les avaient organisés en patrouille d'autodéfense civile, qu'il y avait une espèce de cordon sécuritaire à la frontière du Mexique. Et moi, j'ai découvert ça comme un jeune médecin de 29 ans qui débarque, qui croit qu'il va soigner des pauvres gens qui sont frappés par le paludisme et la tuberculose. Je n'ai compris que petit à petit la dimension politique de l'action humanitaire et la dimension politique de la santé, jusqu'à devenir enseignant en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, pour dire combien après je suis tombé dans la marmite et une fois ayant compris toutes ces logiques, j'en ai fait un sujet d'enseignement même. Donc, et c'est encore très présent dans le DU à la fac de médecine, qui sont des questions éminemment politiques. Mais j'étais un jeune médecin très ingénu qui avait été biberonné à l'anatomie, à la physiologie, à la biochimie, à la biophysique, et qui va découvrir les complexités de l'organisation sociale et politique des sociétés par son immersion dans des environnements qui sont pas les siens. Et c'est quand ces environnements, c'est des situations très connues de la part des ethnologues et des anthropologues, c'est le pas de côté, c'est la décentration qui nous fait devoir analyser une situation. Et quand on fait ce pas de côté, qu'on est un étranger, qu'on observe la société guatémaltèque ou qu'on observe la société afghane, on doit essayer de la mettre en équation. Et c'est ce pas de côté, c'est ce statut d'observateur extérieur qui nous fait comprendre euh, des sociétés qu'il est plus difficile de comprendre de l'intérieur, comme de la même façon, ce que j'ai appris de l'observation des sociétés étrangères m'ont servi pour décoder la société française ou le village où j'ai été médecin de campagne après. Peut-être que je n'aurais pas été aussi attentif au rôle des obsèques comme moment de réconciliation communautaire dans le village, entre voisins qui s'étaient disputés sur des rivalités de terre, sur des rivalités de bétail. Donc, et ça, cette systémique-là, c'est d'avoir compris certains mécanismes dans des environnements qui n'étaient pas les miens, qui m'ont aidé ensuite réimmerger dans des villages où j'aurais pu passer complètement à côté de la compréhension de ces réalités sociales. Eh bien, je les ai apprises, j'ai pu les décoder parce que j'avais appris des choses à l'extérieur.
Ah donc, j'entends dans ton discours, t ce qui a pu te faire militer justement en Médecins du Monde, ce partage entre local et international et que c'est un on apprend auprès de l'autre et on s'enrichit auprès de l'autre. Ce qui, tu as dit, était ta motivation principale, en tant que jeune médecin, c'était l'envie de l'autre, en tout cas d'aller découvrir le monde, quoi. Oui, parce que j'étais pas un médecin et je le dis souvent, je suis pas quelqu'un qui est rentré dans l'action humanitaire, comme j'ai pu le voir chez des copains, portés par des convictions sociales, politiques, parce qu'ils avaient à cet âge-là déjà plus d'expérience ou de maturité que moi, ou portés par des convictions religieuses qui sont euh, quelquefois aussi assez présentes dans les gens qui s'engagent dans l'humanitaire. Pas du tout. Ça n'avait rien d'un acte de militance politique ou sociale ou d'engagement religieux. C'était au contraire une intuition assez égoïste qui s'est révélée, qui n'a jamais été démentie. Et la conviction sociale et politique, elle est venue après, c'était de me dire, être médecin, c'est quand même un sacré visa pour rencontrer d'autres peuples et d'autres pays, comme personne ne peut le faire en touriste ordinaire. Parce que quand on est au fin fond du Guatemala avec des Indiens le soir à la veillée, au milieu de nulle part, à 10 heures de piste, ou quand on est à Gaza, comme j'ai pu le vivre bien avant la violence actuelle, quand j'étais président de Médecins du Monde, ou quand on est à Jérusalem et qu'on visite la vieille ville et qu'on a l'autorisation de rester la nuit et qu'on va pas faire les magasins, mais on va se retrouver dans la communauté africaine, noire africaine de la vieille ville de Jérusalem, en train de boire le thé avec des gens d'origine soudanaise. Ce sont des expériences extraordinaires. Ça va pas empêcher d'aller sur le tombeau des Christ ou du Christ par ailleurs, comme un touriste ordinaire, mais voilà. Et j'évoque Gaza parce que c'est à l'ordre du jour, malheureusement, aujourd'hui, mais je n'ai eu que des moments magiques comme ça, avec des moments de peur, etc. Même si j'ai pas été directement confronté à des expériences de violence sordides ou très exposées en fait. Mais par contre, des moments un peu magiques, que ce soit au Soudan du Sud, que ce soit en Afghanistan, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, que ce soit dans Colombie, au fin fond du Meta ou autre, que ce soit en Haïti. Et voilà, je pourrais dire de belles scènes de rencontres que j'ai eues partout. Merci à vous d'avoir assisté à cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des nouvelles interviews qui sortiront dans les semaines et mois à venir. N'hésitez pas également à vous rendre sur l'Instagram de Périple Humanitaire où je publie régulièrement des informations sur le contexte humanitaire. Je publie également des petites vidéos d'information concernant le secteur humanitaire. Vous pouvez également vous rendre sur le site périplehumanitaire.com où je propose un récapitulatif de toutes les interviews qui ont été réalisées, ainsi que quelques formations qui peuvent vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur certains sujets en lien avec le secteur humanitaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.